Alors bonsoir mesdames et messieurs, je suis très content d'être le dernier parce que nous n'aurons plus le stress de monsieur le chairman et puis on a toute la soirée à passer ensemble. Donc je vais essayer juste d'expliquer comment on en arrive à ce titre un petit peu généraliste. Je vais essayer de vous parler quelque part un peu du cocktail marocain. Donc on va se balader un peu sur le landscape du Maroc et on va essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors ce qui se passe, le Maroc, ces 10 à 15 dernières années, j'ai eu l'impression que le Maroc s'apprêtait à préparer quelque chose, comme une préparation de Jeux Olympiques. On n'a jamais eu encore cette chance de le faire, mais au vu de ce qui s'est passé en termes donc, de développement économique et social, c'est cette impression que les leaders marocains se sont pris en main ces dernières années, ou plutôt ces 20 dernières années, avec des réformes, des structures, des investissements, des choses très courageuses et très folles, mais solides. Et ils avaient quelque part un rendez-vous avec quelqu'un. Et ces quelqu'un, c'est tout simplement leurs clients et leurs investisseurs potentiels, pour leur démontrer tout simplement, et ben voilà, nous avons fait un bout de chemin pour vous démontrer que dans ce pays, à la fois africain, risque, musulman, risque, islamique, risque, on peut y faire du bon business, du très bon business. Voilà. Donc, ils ont compris aussi, en faisant cet exercice pendant 10 à 20 ans, qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre issue que de se prendre en main aussi et en essayant de grignoter un peu sur les plateformes et les brevets technologiques sans le faire d'une manière absurde, mais en posant des structures, en essayant d'établir les bonnes coopérations. Alors voilà, donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un peu le Maroc et son économie. Donc la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable, tout simplement ce qu'on fait et pourquoi on se met des affaires. Voilà, donc pas les affaires en termes financiers, mais les affaires peut-être des autres. Les vecteurs directeurs des technologies. Alors, je vais vous présenter aussi un exemple un peu concret, donc qui se rapporte donc en particulier à l'énergie. Et puis on va parler donc d'une initiative assez récente, assez nouvelle, qui nous fait très très plaisir, qui fait plaisir à notre ami Monsieur Alain Yeni de l'IFGA, c'est l'initiative Oujda. À la fin, on va vous envoyer un petit message et on va tous essayer de réfléchir et boire un cocktail très très relaxé et en parler. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, comme je l'ai dit, le Maroc est un cocktail de 32 millions d'habitants à peu près, plus ou moins, donc on va dire 2-3 millions, dépendant, on commence à compter et on finit. Et ce cocktail, il est à la fois africain d'abord, il est arabe, il est musulman, il est juif. Nous avons un mélange de plusieurs ethnies, plusieurs cultures, plusieurs personnalités, etc., etc. Alors je défie quiconque qui pourrait venir vous raconter qu'il est berbère ou qu'il est arabe. Ceci n'existe pas. On a eu un brassage pendant 3000 ans et ça a créé ce cocktail. Alors, pays très grand avec allant donc de Tanger à Essaouira, donc au sud du Maroc. Donc vous voyez très très bien qu'ici, on ne parle pas de trait en pointillé entre le Sahara occidental et le reste du pays, parce que c'est un territoire qui est intégré. 3500 km de côte et un capital en termes donc, de terres donc, cultivables qui est énorme. Alors on passe. Alors qu'est-ce qui s'est passé les 10 dernières années en particulier? Donc il y a eu un programme solide de développement humain et une libéralisation politique. Donc, tout simplement, le produit intérieur brut par capita a doublé. La moyenne d'âge a augmenté de 5 ans. Et puis ne l'oublions pas, l'éducation. Nous avons fait beaucoup d'efforts en éducation. Nous avons augmenté notamment le taux de scolarisation de 25%. En termes d'économie, donc, le gouvernement s'est attelé aux aspects macroéconomiques.
Donc nous avons une croissance autour de 5% et un investissement étranger direct de l'ordre de 6% en 10 ans. Une pauvreté qui a diminué de 15 à 19% à peu près. On en parle ici de la pauvreté absolue, on s'entend bien. Et puis, nous avons eu un taux de chômage qui est le plus bas depuis 30 ans. Alors ça, c'est une face. Maintenant, si on regarde un peu d'une autre manière ces chiffres-là. Alors le GDP, en fait, le produit intérieur brut, il explique entre 3 domaines. Remarquez, le premier, c'est une agriculture qui est à 15% du produit intérieur brut, l'industrie à peu près à 28%, et la plus grande contribution vient des services. Alors, ce qui attire l'attention en particulier, si on regarde le taux d'emploi, l'agriculture, malgré 15% de contribution donc, au produit intérieur brut, elle emploie pratiquement la moitié. Une première question, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Est-ce qu'on investit dans le bon domaine? Est-ce que le potentiel humain est investi là où il faut? Deuxième question, est-ce qu'on investit dans les bons secteurs d'investissement? Et ça, ce sont toutes des questions auxquelles on est en train de réfléchir. Notamment, vous avez le devenir de 45% de la population travailleuse qui est liée à une agriculture qui elle-même est très vulnérable et dépendante des états climatiques. Voilà. Ce sont deux questions qu'il va falloir garder quelque part et puis on pourra y revenir plus tard. Alors maintenant, on a parlé du recto, on parle du verso. Alors dans le verso, qu'est-ce qu'on a? Une performance économique qui peut être tout simplement résumée à un seul mot, la vulnérabilité. Pourquoi c'est vulnérable? Je prends un chiffre bien clé. Nous importons 95% de notre énergie. 95%. Nous avons une économie qui est très sensible donc, au changement et au choc économique. Nous dépendons aussi des technologies venant de l'étranger. Et bien sûr, tout ce qui est talent, ça va de pair. Alors, dans le social, côté social, qu'est-ce que nous remarquons? 16 millions de Marocains, et je rejoins mon ami du Burkina Faso, 16 millions de Marocains ont un âge qui est inférieur à 25 ans. 25 ans. Ils sont fortement, 43% de ces Marocains jeunes sont touchés par la pauvreté. Alors une question qui se pose et qui s'impose, est-ce que la croissance, qu'est-ce qu'on a fait de cette croissance, qui est quand même de 5 à 6%, qui est incapable donc d'absorber ces nouveaux entrants dans le marché? Et c'est de là où est venue notre mission, la mission de la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable. Tout d'abord, c'est une fondation, une organisation non gouvernementale, un non-profit. Elle a été octroyée donc le statut spécial donc consultatif ECOSOC des Nations Unies. Et elle sert aujourd'hui comme un moyen donc de liaison entre un récipient et une source. Donc qu'est-ce qu'on a là où on veut pousser? On pousse à décroître cette vulnérabilité économique, tout simplement en essayant de voir et d'essayer d'identifier des opportunités d'investissement dans des nouvelles technologies et des business différenciés. Pas de commodités, mais des spécialités. Et à travers cela, comme c'est généralement des business à business, il y a non seulement création de salaires, mais il y a création de savoir et savoir-faire. Et essayer de pousser en même temps l'autre secteur de la formation, qui s'occupe de la formation et de l'éducation en général, pour aligner les deux, pour créer des modules qui doivent répondre à ces potentialités d'investissement. Alors, comment on le fait? Tout simplement en ayant les bons partenaires. Les bons partenaires, pour nous, ce sont des partenaires qui savent articuler un problème bien ficelé, auquel on pourra répondre et essayer de trouver les bons partenaires d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc,
Je vais essayer maintenant d'aller un peu plus en détail donc, sur divers domaines. Tout d'abord, l'agriculture, on a vu, je vais essayer de l'expliquer en termes de contexte, de challenge et des options qu'on a pour la croissance. Alors, on a vu que l'agriculture, donc, elle a un GDP de 16% et elle offre un emploi à 45% de population. Mais ce qui est très important au-delà de ces chiffres, c'est que l'agriculture est un moyen et le vecteur aujourd'hui pour balancer donc l'exode rural. Depuis les années 70, on était à 75% au milieu rural, aujourd'hui on est à 47%. Il y a eu quand même un passage du milieu urbain, du milieu rural au milieu urbain, avec la création de nouvelles villes, des villes fantômes qui naissent du jour au lendemain qu'il va falloir instituer, gérer, etc., etc. Alors, en termes de challenge, donc, on sait très bien que donc, ce domaine de l'agriculture, il dépend beaucoup en fait des conditions climatiques, mais surtout, ce qu'on peut remarquer, il y a une pratique de fermier qui est sous-développée, dans la majorité des cas. Un autre point très important, c'est que notre export est lié pratiquement, singulièrement, à la communauté européenne. Donc, quelles sont les options pour sortir de là? Donc, regarder de nouveaux marchés, diversifier, produire de bons produits et produire smart. Peut-être on réfléchirait à stopper la tomate. C'est 90% d'eau. Une eau qu'on n'a pas et qu'on exporte. Moderniser l'agriculture, mais surtout, ramener le facteur éducation, formation chez le fermier. S'il y a des personnes qui sont soucieuses d'investir là-dedans, c'est là où il faut aller. Alors, je passe donc dans l'industrie générale. Donc ça, je vais le résumer tout simplement avec, juste pour dire que c'est lié aux commodités. Il y a très peu de culture de l'innovation dedans. Ce qu'il faut faire, là aussi, il faut retravailler tout le portfolio de ces technologies, diversifier et surtout impliquer le secteur public, la recherche et développement du secteur public et créer les liens avec le secteur privé. Aujourd'hui, ces liens sont quasiment inexistants. Alors, il y a le plan, le gouvernement a créé l'Industrial Pact pour créer 220 000 emplois. C'est un très bon départ, mais il faut aller au-delà. Donc, l'information, en fait, les technologies de communication et d'information sont un secteur, par contre, qui a été très, très bien développé. Ça, là, on peut parler de success story. Il y a eu une focalisation, aussi bien du secteur privé que public, sur ce domaine. Tout simplement parce qu'il y a eu des opportunités qui se sont présentées, et là, en très peu de temps, finalement, c'est un domaine qui contribue largement à ce bloc de 55%. Tout simplement ici, il faut aussi savoir, c'est que les talents qui ont été produits aussi bien au Maroc qu'à l'étranger ont pu répondre, ont pu être une ressource humaine pour ce domaine-là. Donc pour tous les opérateurs qui se sont installés au Maroc, il n'y avait pas de problème de trouver les talents pour pouvoir gérer et tirer leur business. Alors, on passe à l'énergie. Donc là, c'est là où il faut aller. Il n'y a aucune chance. Le gouvernement s'est focalisé là-dessus aussi. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment lorsqu'on regarde un potentiel au-delà de 1000 TWh en termes d'énergie donc éolien, en termes d'énergie solaire, quelques milliers de TWh par an. Et aussi, il ne faut pas oublier, ça pourrait représenter, si on rallie l'énergie donc à l'eau de mer qu'on a, ça pourrait représenter une très très bonne option pour le dessalement d'eau de mer. Donc sur 3500 km de côte, on pourrait très très bien trouver des solutions. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés avec un objectif d'aboutir à une production d'électricité de 20% en 2012 et une consommation d'énergie de l'ordre de 10%. C'est déjà pas mal. Voilà, donc en termes de projets qui ont été réalisés, donc, je vous laisse voir donc, en termes
d'éolien, il y a un potentiel de 250 MW aujourd'hui. En solar photovoltaïque, donc il y a le PER programme qui a distribué déjà dans un projet modèle 45 000 panneaux solaires à des personnes très très pauvres, très retranchées, et on a montré qu'on peut aller surtout là-bas. Alors, dans l'objectif, c'est 1000 MW en 2012, 440 000 mètres carrés donc pour le thermal et pour le low voltage donc photovoltaïque, 10 MW pour 2012 et 80 MW pour 2020. Alors, je vous parle de Oujda. Je vous parle de Oujda. Donc, Oujda, c'est une ville qui est au nord-est du Maroc. Là, il y a plein de choses qui sont très jolies à voir, mais on regarde l'autre côté, nous avons un taux de chômage de 20%. Alors, à Oujda, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités de Oujda ont identifié des problèmes. Ils ont aussi exprimé des besoins et une volonté d'aller au-delà. Donc ce programme de Oujda, il se décline en 3 volets. Donc le management de l'environnement, la gouvernance et le e-government. Donc autour de ce projet-là, nous avons rallié un certain nombre de partenaires, Holcim Maroc, la Fédération des régions vertes IFGRA, en l'occurrence M. Alain Gianni, la SGS et la Fondation Suisse Maroc pour le développement durable. Donc, nous avons signé, lors du dernier symposium économique organisé par notre fondation à Genève le vendredi dernier, 3 accords donc, de coopération portant notamment sur le management de l'eau, le management des déchets, les énergies renouvelables, la gouvernance, l'e-government et, bien sûr, l'aspect éducation. Alors, je termine tout simplement pour vous raconter ce qu'un feu roi au Maroc, Sa Majesté Hassan II, avait dit. Le Maroc est comme un arbre dont les racines sont en Afrique et les branches pendouillent en Europe. Donc ce qu'on sème dans ce pays, on le récolte, là où vous savez, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.